Commençons maintenant vraiment les fonctions sinusoïdales. Donc, la fonction sinus, cosinus et tangente. Alors là, on est déjà rendu à notre troisième cours du chapitre de trigonométrie. On va commencer la première capsule avec la fonction sinus. Donc, pour commencer, un petit rappel de ce que c'est que le sinus d'un angle. Donc, le sinus d'un angle est toujours donné par la mesure du côté opposé à l'angle. Alors, mesure du côté opposé à l'angle T, divisé par la mesure de l'hypoténuse. Donc, ça, c'était vrai l'an passé, c'est vrai encore cette année. Donc, mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Mais dans un cercle trigonométrique, comme l'hypoténuse vaut toujours 1, alors le sinus de l'angle va toujours valoir à la mesure du côté opposé. À notre angle. Donc, si on pense avec nos points trigonométriques, les coordonnées de nos points trigonométriques, le côté opposé à l'angle correspond donc à la coordonnée en Y du point trigonométrique. Donc ça, c'est extrêmement important, là. Alors, le sinus d'un angle dans notre cercle trigonométrique correspond finalement toujours à la valeur en Y de la coordonnée de notre point. Donc, j'ai un point, Y va être égal à la valeur du sinus de l'angle T. L'angle T va toujours être compris entre plus ou moins 1, le sinus de l'angle T. Et voilà. Donc, j'ai mon cercle trigonométrique. Je dessine ici un beau petit triangle avec l'angle T. Donc, les coordonnées de mon angle T, j'ai ma coordonnée en X et j'ai ma coordonnée en Y. Le sinus de mon angle T, c'est toujours la valeur du côté opposé à l'angle, donc la coordonnée en Y. Sachant ça, sans calculatrice, là, parce que de toute façon, moi, je ne veux pas une réponse approximative. Je vous ai parlé que c'était extrêmement important d'apprendre votre cercle trigonométrique. Bien là, c'est là qu'on va voir ceux qui le connaissent un petit peu. Je ne veux pas de valeur approximative. Et vous ne prenez pas votre calculatrice non plus. Vous allez déterminer la valeur exacte des sinus suivants. Le sinus de 7π sur 4. Bien, pour ceux qui s'en rappellent, le point 7π sur 4 a comme coordonnée racine de 2 sur 2, virgule moins racine de 2 sur 2. Si tu ne t'en rappelles pas, tu dois aller voir dans ton cercle trigonométrique. Alors, si je reviens dans mon cercle trigonométrique ici, 7π sur 4, vous le voyez, il est là. Racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. En sachant ça, bien là, je sais que le sinus de 7π sur 4, c'est la coordonnée en Y, donc c'est égal à moins racine de 2 sur 2. Pi sur 2, donc pi sur 2, c'est mon 90 degrés. Les coordonnées de pi sur 2, la valeur en X vaut 0, puis la valeur du Y vaut... Oh, j'allais écrire moins 1. La valeur du Y vaut 1. Donc, ça vaut 1. Ah, là, on a sinus de 26π sur 3. Bon, est-ce qu'on va se mettre à compter jusqu'à arriver à 26π sur 3? Non, il faut se trouver des petits trucs, OK? On va décomposer. Qu'est-ce que c'est, ça, 26π sur 3? On va décomposer. 26π sur 3, bon, c'est certain que tu pourrais me dire, ben, c'est 22π sur 3 plus 4π sur 3. Bon, c'est pas ben aidant. L'idée, c'est de réussir à avoir des tours complets ou des demi-tours complets. Je sais que 26π sur 3, c'est la même chose que de prendre 27π sur 3. Et là, vous allez voir pourquoi je prends 27π sur 3. Et d'y enlever 1π sur 3.
27 pi sur 3, ça se simplifie, c'est la même chose que 9 pi moins pi sur 3. OK, 27 divisé par 3, ça fait 9 pi. Fait que ça veut dire que si je compte, là, ça serait 1 pi. Hein, quand on arrive ici, c'est pi. 2 pi parce que j'ai fait un tour complet. Donc 3 pi, 4 pi, 5 pi. 9 pi, je vais arriver ici. 9 pi moins pi sur 3. Donc, j'arriverai à quelque part ici. On va revenir voir sur notre cercle trigonométrique. On a dit que 9 pi, c'était exactement la même chose que d'être ici vis-à-vis mon pi. J'y soustrais pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est toute cette grandeur-là d'arc. Bien, finalement, 26 pi sur 3, c'est l'équivalent de 2 pi sur 3. Donc, ici, je vais venir l'indiquer. Mon point 26 pi sur 3, c'est exactement le même point que 2 pi sur 3, dont les coordonnées sont moins demi, racine de 3 sur 2. Alors, la valeur du sinus de 26 pi sur 3, ça va donner racine de 3 sur 2. Très important de toujours me donner des valeurs exactes. Je ne veux pas que tu prennes ta calculatrice. Ta calculatrice te donnerait des nombres décimaux. C'est pas ça qu'on veut du tout dans ce chapitre-là. Alors, on va aller tracer ici la fonction sinus. La fonction sinus a l'allure suivante. La belle courbe sinusoïdale qu'on voit souvent en physique avec les ondes, les marées, bon, plein de phénomènes en physique qui sont traduits comme ça avec la fonction sinus. Comment on a fait pour tracer ce graphique-là? Mais dans le fond, on prend tout simplement le plus de points possible. Donc, si je prends ma coordonnée en x au point 0, la valeur du y vaut 0. Lorsque mon angle, la coordonnée en y, c'est la valeur du sinus en fonction de mon angle. Si mon angle vaut pi sur 2, si mon angle vaut 0, ma coordonnée c'est 0. Si mon angle vaut pi sur 2, bien, mon sinus vaut 1. J'aurais pu prendre... OK, un instant. Je recommence ici. Je ne veux pas tout de suite prendre ces valeurs-là. On va vraiment aller dans notre cercle trigonométrique pour le compléter, parce que je ne veux pas juste avoir quelques valeurs. Donc, regardez ici. Quand mon angle vaut 0, mon sinus vaut 0. Si mon angle vaut pi sur 6, bien mon sinus vaut 1/2. Si mon angle vaut pi sur 4, mon sinus vaut racine de 2 sur 2. Si mon angle vaut pi sur 3, mon sinus vaut racine de 3 sur 2. Et si mon angle vaut pi sur 2, mon sinus vaut 1. Et on continue comme ça de façon à avoir tous nos points. Donc, c'est ce que je vais écrire ici dans ma table de valeurs. Je ne vais pas écrire juste mes sommets, là. J'en aurais pas suffisamment pour faire une belle courbe au départ. Alors, lorsque mon angle vaut pi sur 6, je vais le traduire ici, mon sinus vaut 1/2. Si mon angle vaut pi sur 4, mon sinus vaut racine de 2 sur 2. Si mon angle vaut pi sur 3, racine de 3 sur 2. Et là, j'arrive à pi sur 2. Mon sinus vaut 1. On continue comme ça. À 2 pi sur 3. Racine de 3 sur 2. Ensuite, 3 pi sur 4. On est à racine de 2 sur 2. Hein, vous voyez, c'est symétrique là. On va retrouver tous nos points. 5 pi sur 6. On revient à 1/2. À pi, on arrive à 0. Si on continue comme ça, c'est là qu'on tombe dans le négatif. À 7 pi sur 6, on arrive à moins 1/2. Etc. Mais avec tous ces points-là, c'est comme ça qu'on arrive à tracer notre belle courbe comme ça.
vous voyez ici, notre sinus va varier entre -1 et 1. Notre sinus de base. On verra évidemment la fonction translatée, le sinus translaté de ça. Ça veut dire qu'on va prendre notre courbe et on va être capable de la déplacer n'importe où dans notre graphique. Si on prend les propriétés de la fonction sinus de base, OK, on ne va pas tout le temps tout analyser, vous allez voir là, mais si je prends mon domaine, le domaine, c'est les réels. Toutes les valeurs de x sont définies. L'image, bien là, ça varie entre -1 et 1. Là, ici, on limite certains intervalles parce que sinon, on aurait beaucoup trop de réponses possibles. On vous demande de déterminer les zéros de la fonction dans l'intervalle 0 à 2π. Alors, si on vient ici voir notre graphique, 0 à 2π, ben, j'ai un 0 ici vis-à-vis 0, à π et à 2π. Donc, voilà les zéros dans mon intervalle 0 à 2π. 0, π et 2π. Le signe, toujours en limitant notre intervalle, donc notre fonction, elle était positive. Si on vient voir ici, entre 0 et π, elle est au-dessus de l'axe des x, et elle sera négative entre π et 2π. Donc, ma fonction est positive, je vais écrire comme ça, f de x est plus grande ou égale à 0. Pour les x qui sont éléments de 0 à π, elle est négative pour les x éléments de π à 2π. Les extrémums, ben, j'ai un max à y égale à 1, puis j'ai un min à y égale -1. La variation maintenant dans l'intervalle 0 à 2π. Alors, 0 à 2π, j'ai une petite partie où c'est croissant. Cette partie-là de la courbe, elle est croissante. Donc, de 0 jusqu'à π sur 2, c'est croissant. Et pour le reste, ici, ça va être, on va retomber dans le décroissant, mais ça va recommencer à être croissant dans la dernière petite partie de la courbe, donc de 3π sur 2 à 2π. On aura décroissant pour cette section-ci. Donc, de là jusqu'à 3π sur 2, ça sera décroissant. Donc, on va venir l'indiquer ici. Alors, ma fonction, elle est croissante. Dans l'intervalle de 0 à π sur 2. Union de 3π sur 2 à 2π. Elle est décroissante entre π sur 2 et 3π sur 2. Et voilà. La période, ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le vocabulaire. Donc la période, c'est la longueur d'un cycle. Donc ça prend combien de temps avant que le dessin recommence? Donc si on regarde ici, un cycle, je vais effacer un petit peu là, mes dessins. Donc, ça, c'est un cycle, parce que c'est toujours la même courbe qui est répétée après. Donc, la durée de mon cycle, c'est ma période. Ma période a donc une durée de 2π. Peu importe où je commence, si j'avais pris cette portion-là, ça va me prendre une durée de 2π pour faire exactement la courbe complète. Voilà. La période est de 2π et l'amplitude est de 1. Alors, l'amplitude, c'est la hauteur de la bosse. La hauteur de la bosse, elle est donnée par la valeur maximale. Voyons, ça n'arrête pas de... Bon, par la valeur maximale moins la valeur minimale. Voyons, là, c'est... Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Alors,
L'amplitude, on va venir ici, c'est donné par la valeur maximale moins la valeur minimale. 1 moins 1 que l'on divise par 2. Mais en fait, finalement, l'amplitude, tout simplement, regardez la hauteur d'une bosse. Donc, ça donne 1 ici. Alors voilà, c'est ce qui complète comment tracer une fonction sinus. On verra dans la prochaine capsule comment tracer la fonction cosinus.